Bonjour, nous recevons aujourd'hui Sarah Coulibaly. Sarah a été classée parmi les 30 entrepreneurs les plus prometteurs d'Afrique par Forbes Africa. Elle a récemment remporté le Grand Prix de la Fondation BJKD et a aussi été nominée par le Africa Talent Award, dont l'événement se tiendra le 26 décembre prochain à Abidjan. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau d'African Woman 2.0. Merci à vous, c'est un plaisir. Sarah, dis-nous un peu. Alors, tu as eu ton baccalauréat en 2004. Tu es partie à l'extérieur pour faire un diplôme d'architecture. Et dans la foulée, tu t'es retrouvée à faire autre chose. Parle-nous un peu de ton parcours. Explique-nous un peu comment tu es arrivée à devenir une aussi grande entrepreneur. Mon parcours a été celui d'une personne qui, par la grâce de Dieu, n'a pas été limitée dans ce qu'elle voulait faire. J'ai choisi l'architecture parce que très tôt, j'avais découvert mon talent créatif. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Mais malheureusement, je ne suis pas quelqu'un... J'ai très tôt compris que je ne voulais pas rester dans un bureau. Je voulais vraiment découvrir, explorer plusieurs choses et surtout vivre de mes idées. C'est vraiment ça qui a été le fil rouge de tout ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Donc quand j'ai commencé l'architecture, c'était pour moi un moyen de faire un métier qui me permettait d'exprimer cela. Mais finalement, au fil de mon cursus, je me suis orientée vers l'entrepreneuriat. D'accord, mais tu as fait un bachelor en intelligence économique. Pourquoi intelligence économique? C'est très simple, c'est que quand tu décides d'arrêter un cursus comme l'architecture, tu rentres en école de commerce. D'accord. Tu rentres en école de commerce et je savais que je voulais faire des affaires et que forcément l'économie allait être quelque chose d'important dans mon package. Donc j'ai commencé par ça en me disant que ça allait forcément me servir et aujourd'hui je me rends compte que j'ai bien fait. En 2009, tu crées ta première structure. Oui. Déjà. Ça fait 5 ans que tu viens tout juste de finir tes études. Je viens tout juste de finir mes études. Tu crées ta première entreprise, Maïmiri, qui se spécialise dans le domaine de la maroquinerie ethnique de luxe. D'où vient cette idée? C'est très très simple, c'est que cette entreprise-là est née dans ma chambre d'étudiant. D'accord. Parce que comme tout le monde, je venais de finir mes études et il fallait que je trouve un emploi et je n'arrivais pas à trouver cet emploi-là. Et il y avait la crise en Côte d'Ivoire parce qu'en fait, je voulais rentrer dans mon pays. Malheureusement, il y a eu la crise qu'on a tous connue. Et dans la foulée, en attendant de trouver cet emploi-là, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est d'inactif. Donc j'ai commencé à le faire, mais vraiment de manière artisanale pour moi, pour des amis, etc. Et finalement, il y a eu un besoin, un marché. Et puis, il faut dire qu'en 2009, moi, j'ai été quand même de la première génération des entrepreneurs africains de la diaspora. On était un petit groupe. Et Internet, Facebook commençait à fonctionner avec justement les premières activités commerciales sur Facebook. Donc, j'ai commencé à poster mes créations sur Internet et j'ai commencé à me rendre compte que cette activité bénévole peut devenir en fait un marché. Donc, en attendant de trouver un emploi, je le faisais et finalement, je n'ai pas arrêté. Maroquinerie de luxe. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Je dessinais des chaussures que je customisais au départ, que je revendais. Et au fur et à mesure du volume, j'ai commencé à travailler avec une usine en Espagne. Donc, je dessinais mes modèles et ils étaient confectionnés et je les revendais. J'ai commencé dans ma chambre. À un moment, je me suis rendu compte que cette activité devenait très pesante. Je n'arrivais pas toute seule à produire suffisamment. Ça ne fonctionnait pas, je n'en dormais plus. Mais comment tu produisais même? Explique-nous même bien dans le détail. Je les customisais. Donc, tu achetais des chaussures? Au départ, ce n'était pas encore du luxe. Au départ, quand on a commencé, c'était juste des chaussures ethniques. J'achetais des chaussures qui me convenaient. Je prenais tous les accessoires que je voulais ici à Abidjan. Et ensuite, je les retravaillais à ma façon. D'accord. Et puis, tu les revendais? Et je les revendais. Et à travers Facebook? Et voilà. On n'avait pas encore de site internet à cette époque-là. Donc, c'était vraiment de la débrouillardise. Et j'étais moi-même étonnée de voir que ça plaisait. Hein. Honnêtement, je me disais, mais non, ça plaisait. Et donc, à un moment, je suis retournée à l'école. Justement parce que j'ai vu que cette activité qui n'avait pas été préparée pour être une entreprise commençait à grandir et il fallait que je puisse grandir avec elle. C'est à ce moment-là que j'ai fait mon diplôme en création d'entreprise et que parallèlement, j'ai trouvé l'usine qui a commencé à confectionner et c'est là qu'on est passé de chaussures ethniques customisées par mes petites mains à une marque de chaussures. Et donc Maïmiri existe encore aujourd'hui? Maïmiri n'existe plus. J'étais censée avoir fait une pause quand j'ai eu ma fille. Et puis finalement, la pause ne s'est pas encore arrêtée. Non, la pause s'est arrêtée puisque tu as fait d'autres activités. J'ai fait d'autres activités, c'est ça. Mais tu n'es jamais revenue vers celle-là? Non, parce que j'ai eu ma fille, ensuite mon fils. Et donc après, même si je pense peut-être qu'un jour je reprendrai. Donc tu crées ton entreprise Naïma Dolls en 2015. Oui. Parle-nous un peu de cette entreprise qui est un peu ton bébé. Oui, qui est mon bébé. Parle-nous un peu de Naïma Dolls. Naïma Dolls est née en même temps que ma fille.
simplement parce que je sortais de ma carrière dans la mode. J'étais enceinte, moi j'ai des grossesses très difficiles, donc je ne pouvais pas faire de show, je ne pouvais plus voyager comme je voulais. Et quand je me suis rendu compte que j'allais avoir une petite fille, comme je dis, je fais partie des entrepreneurs de la diaspora, où nous, justement, je pense que nous, on a été les premiers à se rendre compte de l'importance de notre identité. Je ne dis pas que les personnes qui vivaient ici, c'était pas le cas, mais moi, personnellement, je l'ai beaucoup plus ressenti en étant à l'extérieur. Et donc, on fait partie des personnes qui ont revendiqué le port du cheveu naturel, etc., etc. Je me suis dit simplement que ces personnes qui ont été mes clientes quand je faisais des chaussures, qui étaient des jeunes femmes comme moi, qui cherchaient un moyen de porter leur identité de manière plus dynamique, allaient peut-être être en train de devenir aussi des mamans. Donc le besoin que je ressentais, elles allaient obligatoirement le ressentir. Donc j'ai essayé de transformer cette clientèle que j'avais déjà en une clientèle qui pouvait adopter le produit que j'allais faire sortir. Donc en fait, ça avait rapport avec donc, cette identité culturelle. Parce que qu'est-ce que tu as ressenti et tu en as parlé dans ton TEDx. Tu trouvais qu'il n'y avait pas de poupées justement qui nous ressemblaient quand tu habitais à l'extérieur. C'est une des principales raisons, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. Et quand il n'y a pas un produit dont tu ressens un besoin, c'est qu'il y a forcément un marché qui est vierge. Et nous, on a vu dans le domaine de la cosmétique notamment, à quel point la volonté d'une femme qui ne se sent pas considérée ou d'une personne qui ne se sent pas considérée peut changer totalement la dynamique d'un marché. Donc j'ai vu que quand les femmes africaines ont commencé à revendiquer leur couleur de peau, tout le marché de la cosmétique a changé. Il a été de même quand on a commencé à vouloir que la texture de nos cheveux soit considérée. Une femme qui fait ces choix-là pour elle ne peut pas faire un autre choix pour son enfant. C'était évident. Donc, en ayant analysé tout ça, je me suis dit qu'il y avait un marché et qu'il fallait plutôt être la personne qui allait essayer pour ne pas passer mon temps à me plaindre et à dire que ça n'existe pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et donc, Naïma Dolls, tu commercialises à l'extérieur aussi et ça marche bien? Ça marche bien et là, en janvier, on rentre en produit permanent dans la grande distribution en France notamment. Et donc, je suis contente. C'est la première marque africaine qui arrive à le faire, donc je suis vraiment contente. C'est beaucoup de travail en amont, mais ça fait 7 mois qu'on prépare ça. 7-8 mois à peu près. Et ben, on a hâte que à côté de d'autres produits, on ait nos produits à nous. Ouais, absolument. Félicitations. Merci. C'est très bien. Parle-nous un peu de la poupée même, la poupée Naïma Dolls. C'est une poupée unique. Explique-nous un peu. La poupée Naïma n'est pas unique, pour une simple raison. J'ai compris en vendant mes idées que ce qui pourrait me différencier, c'est ma capacité à me renouveler. Donc on a un catalogue qui est très dynamique avec des produits qui changent. Mais en même temps, il y a effectivement une poupée, qui est la poupée Naïma, qui ressemble à la vraie Naïma que j'ai chez moi. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. La vraie Naïma. La vraie Naïma a 5 ans. Elle a 5 ans. Et donc, il y a cette poupée-là qui a 35 cm, qui est juste un peu plus grande qu'une poupée mannequin normale. Et puis, à côté de ça, on a vraiment plusieurs poupées qui ont des prénoms différents, des tailles différentes, justement parce qu'on est pluriel. Et on voudrait que tout le monde puisse se retrouver. D'accord. Et ensuite, tu as maintenant créé des salons. Oui. Pour les petites filles. Oui. D'accord. Parle-nous de ces salons. Pourquoi ce besoin de créer? C'était un autre besoin que tu as vu. Pour les salons, l'angle a été double. La première des choses, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. Donc j'ai décidé de faire. Parce que je revenais de voyage où j'avais vu le concept à l'extérieur. La deuxième raison, c'est que j'ai ressenti quelque chose dont on ne parle pas souvent. Ça s'appelle la solitude de l'entrepreneur. Parce que quand tu passes 14 ans à l'étranger et que tu viens avec un nouveau produit, tu n'as pas de réseau. Donc il fallait trouver un moyen de rencontrer ces mamans-là qui étaient les clientes de Naïma. Et donc autour de Kids Concept, elles ont connu Tata Sarah. J'ai connu beaucoup de petits-enfants que je rencontre souvent en ville. Et donc ça m'a permis très rapidement de constituer une certaine crédibilité et de finalement devenir un entrepreneur qui se spécialise dans la petite enfance, qui est une chose qui n'était pas très commune ici. Donc Kids Concept, les salons pour enfants, en fait ça t'a permis de créer une communauté de mamans que tu avais déjà à travers la vente de Naïma Dolls, c'est ça? En fait, oui. Mais là, c'est devenu plus un réseau. Quand tu t'occupes des enfants de personnes, c'est ce qu'ils ont de plus précieux. Et je pense que ça a rassuré les mamans de mettre un visage derrière la personne qui était derrière Naïma et de savoir que derrière ce produit, il y avait une vraie vision d'une maman, comme aussi d'une maman qui pouvait les comprendre. Et donc c'est comme ça qu'autour de Kids Concept, les gens ont commencé à me connaître et à comprendre que derrière ces deux projets, c'était la même personne. Alors, explique-nous l'importance de créer un réseau lorsqu'on est entrepreneur.
de créer son réseau? C'est très très important d'avoir son réseau quand on est entrepreneur. En même temps, je pense qu'il faut savoir le faire. Quand un entrepreneur décide de se lancer dans ce monde-là qui est très difficile, moi je pense qu'il faut apprendre à lire dans le temps. Il y a un temps où il faut travailler. Parce que quand tu n'as pas commencé quelque chose, tu seras une carte de visite parmi tant d'autres. Même si tu as la carte de visite du directeur de la BAD, il ne saura pas qui tu es. Donc je pense que devenir un entrepreneur, ce n'est pas se faire des cartes de visite et faire le tour de tous les événements de réseautage. Je ne pense pas que ce soit ça la bonne approche. La bonne approche, c'est de commencer, de travailler vraiment d'arrache-pied et à un moment d'identifier les personnes clés et d'aller vers ces personnes-là avec quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement saturé de personnes l'entrepreneuriat est devenu peut-être un peu un phénomène de mode. Et moi, je dis souvent que je juge un entrepreneur par sa durée. Souvent, moi je disais à des amis, comme je dis, je l'ai dit précédemment, je fais partie de la génération des entrepreneurs de la diaspora. Et moi, je dis souvent que nous, quand un entrepreneur vient avec un concept, il peut être très médiatisé et on ne se rend même pas compte que 2 ans plus tard, on ne parle plus de la personne. Qu'est devenu ce projet? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut apprendre vraiment à juger les entrepreneurs sur la durée. Est-ce que son projet a tenu 5 ans, 10 ans, etc., etc. Donc le réseau, pour moi, c'est ça. Un bon réseau va s'ouvrir à toi naturellement quand tu auras fait ce que tu dois faire, c'est-à-dire commencer à travailler. C'est vraiment ça. Moi, l'entrepreneuriat, c'est pas de la mode. C'est un travail qui est tellement dur qu'il faut en être conscient avant de se lancer dedans. Pour toi, quelles sont les qualités d'une femme entrepreneur? Pour moi, la femme entrepreneur aujourd'hui doit savoir ce qu'elle veut. Elle doit vraiment savoir ce qu'elle veut parce qu'on vit dans un monde où on a tellement de préjugés négatifs que moi, je suis toujours très contente de voir des femmes qui ont des valeurs et qui arrivent à en vivre. C'est important de montrer ce visage de la femme africaine notamment. La femme africaine ou la femme entrepreneur doit également savoir se faire entourer. Malheureusement, ça peut être un mauvais conjoint qui peut tirer la personne vers le bas. Ça peut être une famille qui est trop protectrice. Mais quand une femme décide de faire ce métier, il faut qu'elle sache vraiment où est-ce qu'elle veut aller. Et à côté de ça, il faut qu'elle accepte d'être une femme, une mère, parce que je suis persuadée que quelle que soit la réussite qu'on a, c'est toujours bien d'avoir sa petite famille à côté. Bien sûr, bien sûr. En général, même une femme, si tu as des ambitions, c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui te pousse, qui accepte tes choix. Moi, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de femmes qui sont passées à côté de leur destin parce qu'elles ont fait un mauvais choix de conjoint. On a tendance à réduire la violence faite aux femmes à la violence physique, alors qu'il y a énormément de violence verbale, énormément de pression verbale que les femmes subissent. Et je pense qu'il faut vraiment en parler pour qu'elles se rendent compte qu'elles ne doivent pas subir ça. Une femme a le droit de vouloir un destin et de se battre pour. Ce serait tellement frustrant de rêver la vie d'une autre personne et de ne même pas avoir essayé. Et c'est pour ça que moi, toutes les femmes qui m'entourent, je les pousse. Parce que je me dis que plus nombreuses on sera, plus haut nos voix porteront. Et c'est vraiment ce que j'espère. Tu as reçu énormément de récompenses. Est-ce que tu pensais un jour que tu aurais eu, par exemple, le prix de la Fondation BJKD, que tu aurais été nominée pour les African Talent Awards, que tu allais être classée parmi les 30 entrepreneurs? Ça ne faisait pas partie de ton plan? Pas du tout. Ça ne faisait pas partie de mon plan et j'ai l'impression que j'ai plus apprécié ces moments-là parce que je ne les cherchais pas. En fait, j'étais occupée à essayer de réussir ce que je faisais. Et honnêtement, j'ai été même étonnée de voir à quel point ce que je faisais pouvait toucher des gens. Ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de continuer. Et je pense que quand on n'attend pas des choses qu'on les reçoit, c'est encore plus gratifiant. Exactement. Et je resterai peut-être comme ça. Parlons un peu de ce côté de maman, d'entrepreneur, de femme au foyer. Comment tu arrives à gérer? Je ne dirais pas que c'est facile. C'est pas facile. Pour mes enfants, par exemple, je tiens à passer du temps avec eux. Donc, je suis toujours là à la sortie de l'école et je les dépose. J'essaie en tout cas autant que faire se peut. Parce que je suis persuadée que négliger un aspect pour un autre va forcément me déséquilibrer. Donc, c'est prenant pour moi de passer des nuits, de me lever à 3 heures du matin pour travailler un peu plus. Mais ça me permet de maintenir un certain équilibre autour de ma vie. Donc, mon organisation est peut-être un peu plus compliquée que celle d'une autre femme, mais je veux faire cet effort-là pour qu'aucun aspect de ma vie ne soit lésé au profit d'un autre. Quand on dit qu'une femme peut tout faire, parce qu'on entend ça parfois, une femme peut tout faire, la superwoman, c'est vrai, c'est une réalité? C'est pas vrai, parce que ça a un prix. Ça a un prix qu'il faut être prêt à payer.
Donc oui, une femme peut tout faire, comme tout être humain, mais une femme doit être prête à payer le prix de ce qu'elle veut avoir. Et ça, c'est un choix. Et la vie est un choix. Absolument. Mais en fait, ce que je voulais aussi dire par là, c'est que il faut être indulgent avec soi-même. Il faut accepter que dans certains domaines ou dans certaines catégories, on ne pourra pas toujours tout faire. Oui. Voilà. Il y a des choses, par exemple, tu es une femme entrepreneur, peut-être que tu n'as pas le temps de faire la cuisine aussi. Oui. Alors que bon, peut-être qu'on attend qu'une femme fasse la cuisine. Vas-y, je te laisse parler. En fait, moi, c'est ça mon point. C'est que j'ai l'impression qu'on est, je pense, 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, tous différents. Et pour la femme, en général, on a l'impression qu'il y a une case dans laquelle elle doit rentrer. Il y a des femmes qui ne cuisinent pas, c'est pas grave. Il y a des femmes qui n'aiment pas, j'en sais rien, moi, faire du shopping, c'est pas grave. Mais elles font bien certaines choses. Donc, l'indulgence ou l'amour de l'autre, c'est de prendre l'autre tel qu'il est, mais de ne pas forcément vouloir que la personne soit au top. En général, de toutes les façons, quand on essaie d'être au top, c'est par rapport à une société qui elle-même est imparfaite. Donc quand on apprend à s'apprécier soi-même, on apprend un peu à ne pas tenir compte de la vie des gens. Moi, personnellement, je suis comme ça. Je me dis que j'essaie d'optimiser ce que je fais de bien et ça me permet d'avoir un regard plus indulgent sur ce que je ne fais pas. Et voilà. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait voir les femmes aujourd'hui. C'est pas la femme qui doit être... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Pas possible. Non, c'est vrai. On ne peut pas tout faire, non? On ne doit pas tout faire. Parce que de toute façon, quand tu fais tout, tu ne laisses même pas de la place à l'autre. Il y a ça aussi. Parce que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui te complète. C'est finalement ça qui est bien. Mais quand on attend tout, c'est très égoïste. En tant qu'entrepreneur et entrepreneur qui a réussi, c'est bien que tu dises ces choses-là à d'autres femmes entrepreneurs pour qu'elles voient que c'est pas... Bon, la femme parfaite en tant que telle, n'existe pas. Et c'est OK, c'est pas grave. Au contraire. Exactement. Parce que justement, ce serait tellement ennuyeux si on se ressemblait toutes, je trouve. Et donc, au contraire. Et puis, moi, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait mes enfants, j'avais mis ma carrière un peu en stand-by. Donc, il faut peut-être aussi trouver un temps pour prioriser ces moments de vie. Absolument. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour tout. Et quand tu le fais, finalement, tu arrives à un certain équilibre. Absolument, tout à fait. Sarah, parle-nous de ton ONG, Yacine. Quand on a créé cette petite fondation qu'on a, c'était un moyen pour moi de prolonger ce que je fais pour les enfants. Les femmes qui viennent travailler pour moi à l'atelier, pour nous à l'atelier, viennent souvent avec leurs enfants. Donc il y a toujours plein d'enfants dans mon univers qui sont des fois un peu moins favorisés que d'autres. Donc quand on a commencé, c'était des cadeaux à ces femmes-là ou des aides pour leurs enfants. Et puis on a décidé de continuer, de faire chaque année des dons pour que les enfants puissent continuer à passer Noël et que ce soit un moment joyeux pour tout le monde. Et donc au sein de la fondation, on essaie d'accompagner les enfants sur des questions de scolarité, des questions de santé et forcément la fête de Noël qui est la fin de tout ça. Bien sûr, les moments magiques de Noël pour les enfants. Oui, il n'y a rien de tel que de voir ces yeux qui s'illuminent et c'est pour des petites choses que nous on peut faire et on n'hésite vraiment pas à aller vers eux et à les accompagner. Et donc, parle-nous un peu, c'est la période des fêtes, donc Naïma Dolls doit faire un boucan en ce moment et aussi tu fais des jeux, des jeux éducatifs. Oui. Quand on a commencé donc avec les poupées, au bout de la 3e année, on a commencé à voir mais nous les petits garçons, mais les garçons. Et puis on a eu ce rapport justement éducatif parce que finalement on parle de la promotion de notre identité, mais il y a aussi la rectification de ce qu'on sait d'elle. Donc on a décidé de passer par le jeu pour transmettre cette culture-là. Donc on a commencé avec de l'édition où on fait des jeux de société, des puzzles, des livres, toujours autour de l'identité africaine. Oui, donc ça reste dans le thème africain. Toujours. Absolument, ça c'est super, j'adore. Donc tout ça, c'est disponible pour Noël. Tout ça, c'est disponible pour Noël, donc on attend que vous. Mais dis-moi un peu, où vous commercialisez tout ça? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en Côte d'Ivoire notamment, on est dans toutes les chaînes de grande distribution. On a notre site internet également. On n'a pas encore de boutique, c'est un choix. Et puis, on est distribué également à l'extérieur. Et on a aussi des ambassadrices. D'accord. Donc, si, par exemple, je vais acheter une poupée, vous me référez à un supermarché ou à un magasin où vous vendez. Ou sinon, vous nous contactez directement, dépendamment de ce que vous voulez. Donc, si vous allez dans le supermarché, vous allez les trouver.
Ou sinon, vous nous contactez et on viendra vous livrer le produit. Merci Sarah. Merci à vous. On fait la promotion des entrepreneurs africains et aujourd'hui on va t'offrir 2 cadeaux. Alors on commence par les petits bijoux. Alors c'est une dame qui commercialise ça. Elle fait des petits bracelets qui sont très jolis. Très très beau. Voilà, c'est Kundi. C'est Rabia Diallo. Très Elle s'appelle Rabia Diallo. Wow, merci. Et elle fait des jolis bracelets. Merci. C'est marocain. Ah, c'est joli. Oui, c'est Rabia Diallo. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Donc les bijoux. Merci. Une femme aime toujours les bijoux. Non? Oui. Et alors, on t'a pris aussi un sac de Néné Yaya. Wow. Néné Yaya, c'est une Merci, Sénégalaise. j'adore, c'est trop Voilà. beau. Néné Yaya, c'est une Sénégalaise. Merci, je qui, suis hyper... Il est magnifique. Ouais, qui vend des sacs. Merci. Voilà, c'est basé au Sénégal. D'accord. Voilà, mais sinon, elle est sur Instagram et tout ça, donc on peut acheter, commander avec elle directement. Mais elle est basée à Dakar. Merci. Voilà, merci. Donc Néné Yaya. Merci à toi. Je suis très... J'adore, c'est très 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 beau. D'accord. Merci, La félicitations à elle. Oui, la petite pochette rouge qui tue. Tu nous feras une petite publicité, hein? J'en ferai. D'accord. Non, ça, t'inquiète pas, compte sur moi. J'en ferai, merci, je la ferai. Merci. Merci à toutes et à très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femme.